Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Gremlin Coaching Podcast. J'aimerais appeler cet épisode des secrets au récit. Comment la honte, le commérage et le conformisme façonnent nos vies intérieures et nos sociétés. On pense souvent que le commérage, la violence verbale, la polarisation ou le détachement social naissent dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la politique. Mais en réalité, tout cela commence bien plus tôt. Ça commence à la maison. Et dans beaucoup de familles, les secrets ne sont pas gardés pour protéger l'intimité. Ils sont gardés pour protéger une image. C'est un faux refuge où on utilise l'image comme un bouclier réfractaire contre un échec, une erreur, une dépression, une faillite, un divorce ou un enfant qui est différent. Ces réalités sont enfouies sous le silence, non pas parce qu'elles sont insignifiantes, mais parce qu'elles menacent l'appartenance. Et très tôt, nous apprenons une règle implicite. Certaines vérités font perdre l'amour. Alors, nous nous adaptons, nous nous cachons, nous nous suradaptons et nous apprenons à ne pas déranger. Et quand la vérité n'a aucun espace sûr pour exister, elle ne disparaît pas. Elle se déforme et elle se transforme. Elle devient du commérage. Elle devient un jugement de valeur. Elle devient une distance émotionnelle. Alors pour comprendre comment cette déformation commence, il faut entrer au cœur du mécanisme psychologique central, la honte. Car le secret n'est pas seulement un comportement social, c'est d'abord une expérience intérieure. Psychologiquement, la honte n'est pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. La honte, c'est la croyance intime que quelque chose ne va pas en moi. Brené Brown insiste sur une blessure relationnelle, pas individuelle. Elle naît quand une expérience douloureuse, que ce soit un échec, une peur, une humiliation, peu importe, est vécue sans témoin bienveillant et sans espace de parole, et ne permettant aucune réparation. Posez-vous cette question. À quel moment de votre vie auriez-vous eu besoin d'être vu et personne n'était là ? Dans certaines familles, le silence devient une valeur morale. Se taire, c'est être loyal. Ne pas montrer, c'est se montrer digne. Ou endurer en fait, c'est montrer qu'on est fort. Mais très souvent, ce système de valeurs est issu de traumatismes non réparés. Guerre, exil, pauvreté, humiliation collective, colonisation, perte de statut, ce qui n'a jamais été raconté devient une règle, et la peur devient une morale. Kafka l'a utilisé dans le procès. Un homme accusé sans explication, jugé sans dialogue, la honte devient structurelle. Le corps s'adapte, la curiosité diminue, l'expression émotionnelle se ferme et le silence devient un bouclier de sécurité. Mais un être humain ne peut pas rester indéfiniment silencieux. Quand la honte ne peut pas être dite, admise ou discutée à l'intérieur, elle cherche une sortie vers l'extérieur. Et c'est là que le silence commence à se transformer en commérage. Voici le paradoxe essentiel. Plus une famille, une société interdit la vulnérabilité, plus le commérage devient central. Le commérage, vous savez, n'est pas de la connexion, c'est une vulnérabilité déplacée. Quand une personne ne peut pas dire « voilà ma peur, ma honte, ma fragilité », elle dira « tu sais ce qui lui est arrivé ?» Dans Les sorcières de Salem d'Arthur Miller, accuser les autres devient un mécanisme de survie. La peur circule, mais personne ne peut la nommer directement. Psychologiquement, le commérage soulage l'angoisse, crée un faux sentiment d'appartenance et détourne l'attention de soi. C'est un faux refuge. Mais le prix qu'on paye est très coûteux. Il détruit la confiance, l'empathie et la sécurité relationnelle. Camus dans La Peste montre comment le refus de nommer la souffrance engourdit progressivement toute une ville.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le commérage devient quotidien, il cesse d'être perçu comme un problème, il devient une norme sociale. Et à partir de là, quelque chose de plus profond se met en place, le conformisme et le détachement émotionnel. Donc avec le temps, ces comportements deviennent normaux. On apprend à ne pas poser de questions, à ne pas ressentir trop fort et à rester dans la norme. Vous savez, même la participation passive au commérage, rire, se taire, détourner le regard, a un coût psychologique. Souvent, elle est motivée par cette peur. Si je ne participe pas, je ne risque pas d'être rejetée. Ou si je participe, je risque d'être rejetée. Mais ce conformisme produit des relations superficielles, une peur chronique de l'exclusion, une société basée sur la performance plutôt que la présence. Et Hannah Arendt parlait d'absence de pensée, une anesthésie émotionnelle et morale. Donc quand une société s'engourdit émotionnellement, il faut quelque chose de puissant pour réveiller la sensibilité. Et historiquement, ce rôle a souvent été porté par l'art. L'art dit ce que les systèmes ne peuvent pas contenir. Dans Un ennemi du peuple, Ibsen montre que dire la vérité conduit à l'exclusion. Dans Le cercle des poètes disparus, l'authenticité est punie. Dans La vie des autres, la musique réveille l'humanité d'un homme endurci. Le cri de Munch montre une douleur exprimée dans un monde sourd. L'art contourne les défenses intellectuelles, il parle directement au corps et au système nerveux. Mais si l'art peut réveiller la conscience, il faut maintenant comprendre comment ces dynamiques intimes s'étendent au niveau collectif jusqu'à façonner nos sociétés et notre rapport au monde. Donc, comme promis, je le prends de l'individu au monde par un effet cascade. Un individu qui cache sa douleur se coupe de lui-même. Dans une famille, la famille qui évite la vérité apprend aux enfants à jouer un rôle. Une communauté qui normalise le commérage détruit la confiance. Et une nation, c'est un manque de proximité émotionnelle. La question devient alors essentielle, comment rompre cette chaîne ? Comment passer du commérage au récit, de la honte à la vulnérabilité ? Eh bien, passer du commérage au récit ne signifie pas s'exposer sans limite. Il ne s'agit ni de se justifier, ni de s'accuser. Il s'agit de parler depuis notre sens, nos valeurs, pas depuis la honte. Antigone ne dit pas « je suis coupable ». Elle dit « j'ai agi selon ma loi intérieure, ma valeur intérieure ». Elle transforme un acte jugé scandaleux en récit de sens, de valeur, sans humiliation. Le récit est situé. Je parle de mon vécu. Je nomme mes émotions. Je respecte mes limites, mes frontières. Au lieu de « les gens sont hypocrites », dire « quand cela s'est passé, je me suis sentie seule et dépassée ». C'est un récit empathique qui ouvre la compréhension, qui réduit la défensive et qui maintient l'estime de soi. Dans l'Odyssée, Ulysse raconte ses pertes et ses errances sans se rabaisser. Il ne dit pas « je suis faible », il dit « voilà ce que j'ai traversé ». Et le résultat, c'est de l'empathie, une hospitalité et une alliance. Le récit transforme un étranger suspect en invité respecté. Pouvons très bien faire un jeu de rôle. Quelqu'un échoue dans sa carrière. Le commérage dit « il n'a jamais su gérer sa vie ». Le silence dit « rien n'est dit, c'est juste du malaise ». Un récit empathique dit « cette période a été très déstabilisante pour moi. J'ai douté, j'ai appris et je continue à apprendre. Ni justification, ni auto-humiliation, ni attaque ne sont nécessaires. » Dans le film Manchester by the Sea,
Le personnage principal ne se flagelle pas. Il habite son histoire avec pudeur et transforme sa douleur en humanité. Donc construire un récit empathique se fait en 4 étapes. Situer l'expérience. À ce moment-là de ma vie, nommer l'émotion, je me suis sentie dépassée, isolée. Exprimer le sens ou l'apprentissage, ça m'a appris quelque chose sur mes limites, sur moi. Et garder une frontière saine. Je partage ceci parce que c'est important pour moi. Pas pour être jugé, mais pour être compris. Ce cadre empêche l'autodestruction, la dramatisation inutile et la dépendance au regard d'autrui. Donc quand ce type de récit devient possible dans une famille, dans une communauté, une société, le commérage perd sa fonction et la parole devient un espace de lien. Donc quand les familles choisissent le récit plutôt que le secret, quand les communautés choisissent la curiosité plutôt que le jugement, quand les sociétés choisissent la vulnérabilité plutôt que le contrôle, les gens commencent à ressentir, à se relier, à reconnaître l'autre comme humain. Et c'est ainsi que l'on transforme le monde, une histoire vraie à la fois. Alors merci. Merci d'être là et de m'avoir écouté. Abonnez-vous sur YouTube au Gremlin Coaching Podcast et partagez ce lien avec vos familles, vos amis. Et je vous retrouve bientôt dans mon prochain épisode.